Qu'on n'imagine pas à quel point l'alimentation va avoir un impact sur tout ce qui a trait en fait à l'équilibre de l'humeur, l'équilibre émotionnel, la stabilité psychologique. C'est vraiment quelque chose qui va avoir un effet notable, que ce soit en positif ou en négatif. On va aborder ces deux polarités-là pour que vous sachiez vraiment à la fin du webinaire quels sont les aliments, les nutriments et les groupes d'aliments dont vous avez besoin pour stabiliser votre humeur. Et puis surtout, au contraire, les aliments qui sont assez néfastes et délétères. Donc à la question, est-ce que l'alimentation peut faire beaucoup pour votre équilibre émotionnel, pour votre humeur, contre la déprime, en prévention des dépressions ou en amélioration? Eh bien, la réponse, elle est vraiment un grand oui, parce que la science de la nutrition nous aide à corroborer ces intuitions, et puisque moi, je peux voir aussi dans ma pratique depuis 13 ans, et qui améliore la situation pour les personnes. Par contre, est-ce que l'alimentation fait tout? Évidemment, non, pas toujours, et c'est important de bien poser les choses là au démarrage de ce webinaire. C'est pour ça que si vous traversez des moments délicats dans votre vie, c'est très important d'être bien accompagné au niveau médical, bien sûr, au niveau de vos thérapeutes, pour savoir dans quelles limites vous êtes, s'il y a besoin d'une prise en charge médicale, de traitement ou pas. Mais quelle que soit votre situation, et ça c'est vraiment la conclusion de toutes les études, c'est que quelle que soit la situation, si vous avez un traitement ou pas, si c'est une petite déprime ou une dépression plus costaud, avoir un socle solide au niveau de votre assiette, de ce que vous mangez, ça peut énormément vous aider. Donc, je vous montre un peu ce qui nous attend ce soir, ce qu'on va aborder ensemble. Alors, déjà, on va voir un peu quels sont les nutriments essentiels. Voilà, la base. Qu'est-ce qu'on doit absolument récupérer dans notre alimentation pour que notre cerveau fonctionne bien? Parce qu'effectivement, un cerveau heureux, c'est un cerveau qui fonctionne de façon optimale et ça implique des nutriments particuliers. Donc, on va voir lesquels et puis comment les intégrez-vous dans votre assiette. Et puis surtout, on va insister aussi sur tout ce qui va perturber votre humeur. Et on va parler de neuroinflammation, qui est un sujet qui est très étudié ces dernières années. Donc, on a pas mal d'éléments et on sait quels sont les aliments qui peuvent créer cette inflammation cérébrale et altérer votre humeur et votre morale. Donc, je vous partagerai aussi un top 10 des aliments à réduire ou éliminer. On abordera bien sûr le lien entre le microbiote, donc votre flore intestinale, et le cerveau, aussi un grand champ d'investigation, surtout depuis ces dernières années. Et puis après, concrètement, voilà, on fera un petit récap tous ensemble pour voir l'alimentation antidéprime. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va vous aider à équilibrer votre humeur, à maintenir aussi votre volume cérébral, à prévenir tout ce qui est aussi neurodégénérescence, donc le bien vieillir, prévenir aussi Alzheimer. Donc tout ça, voilà, pour que vous sachiez comment construire vos assiettes. On pourra dire un mot aussi sur la déprime hivernale. Ce trouble saisonnier, là, on va bientôt y arriver. Donc, tout le monde n'y est pas sensible, mais quand même, un certain nombre de personnes de la population ont cette déprime de l'hiver, en fait, entre octobre et mars, et particulièrement de novembre à février. Donc là aussi, il y a des petites choses à savoir pour traverser ça dans les meilleures conditions possibles. Le premier besoin essentiel du cerveau, il est au niveau des graisses. Les 2 tiers de notre cerveau, eh bien, ce sont des graisses, des matières grasses et particulièrement des acides gras très fluides, polyinsaturés, dont vous avez probablement entendu parler, l'EPA et le DHA. Et notre cerveau contient à peu près 30-40% de DHA. Ce qui est important aussi à retenir, et vous allez voir, après ça se traduit dans l'assiette, c'est que ce gras qu'il y a dans notre cerveau, il est différent du gras qui est stocké dans le reste du corps. Ce n'est pas une graisse de stockage énergétique. Ces graisses fluides, c'est vraiment une partie intégrante de notre tissu de neurones. Voilà, donc ça veut dire que ces graisses, elles participent directement à la communication cérébrale, à la vitesse des signaux, parce que notre cerveau, c'est un mélange de chimie avec les neurotransmetteurs, sérotonine, dopamine, etc. Et puis de l'électricité avec des influx électriques. Et c'est une alternance électricité-chimie. Donc, ces graisses qui sont à l'intérieur des neurones, qui les enveloppent, jouent directement sur la capacité du cerveau à bien fonctionner. Alors, ces graisses, ces oméga 3, où c'est qu'on peut les récupérer dans l'alimentation? Première option, vous allez les récupérer au niveau des produits végétaux. Et là, vous allez récupérer du coup des petits oméga 3 courtes chaînes
et votre foie va avoir besoin de les transformer en longue chaîne pour avoir le DHA qui va rentrer directement dans le cerveau. Donc, c'est simple, pour couvrir vos besoins, c'est à peu près 2 grammes par jour, une cuillère à soupe de graines de lin ou une cuillère à soupe un peu plus bombée de graines de chia. Voilà. Donc ça, c'est pratique parce que c'est très facile à glisser dans les smoothies, dans les petits déjeuners, dans vos salades, dans vos plats cuits. Voilà, vous ne le ferez pas juste pas trop chauffer parce que les oméga 3 sont sensibles à la chaleur et on va en reparler. Donc ça, c'est la première option. Et la deuxième, si dans votre alimentation, vous consommez déjà des poissons, eh bien, vous pouvez vous appuyer sur les petits poissons gras. Petits poissons gras, ça veut dire sardines, maquereaux, harengs, anchois, il y a aussi l'anguille. Et là, vous allez récupérer directement l'oméga 3 à longue chaîne, qui est partie intégrante du cerveau, le DHA. Donc ça, c'est une possibilité à raison de 2, 3 fois par semaine. Après, ça n'est pas une obligation, encore une fois, mais c'est voilà, tout dépend de votre alimentation. Alors, si vous faites le choix d'utiliser des poissons pour vos apports en oméga 3, le point de vigilance, c'est le mode de cuisson. Hein, ces longues graisses comme ça, flexibles, elles sont très fragiles en fait. Elles sont sensibles à la chaleur, à l'oxydation. Donc, si vous optez pour un mode de cuisson à forte température, particulièrement sèche, vous allez en fait dégrader ces oméga 3 qui ne seront plus actifs. Donc, vous aurez fait beaucoup d'efforts dans votre assiette pour pas grand-chose à l'arrivée. Donc, il faut vraiment favoriser des cuissons à température pas trop élevée et pas trop longue si vous partez sur les poissons. Et en parlant de poissons, je voudrais vous alerter aussi sur deux petites choses importantes. On lit beaucoup hein, partout, voilà, pour les apports en oméga 3, le saumon est une excellente source et pas tout à fait. C'est-à-dire que si vous choisissez un saumon sauvage, évidemment, qui se sera euh, nourri dans la nature, oui, il aura développé dans sa chair des graisses oméga 3. Donc vous allez directement en profiter. Donc ça, c'est un bon choix. Par contre, si effectivement vous mangez des saumons qui viennent de l'élevage, donc qui ont été nourris avec des protéines de soja, avec des granulés, eh bien malheureusement, on sait que ces poissons-là n'ont pas du tout développé des graisses oméga 3, mais au contraire, des graisses oméga 6 pro-inflammatoires. Donc au lieu de vous faire du bien, vous allez créer de l'inflammation. Et on verra derrière à quel point cette inflammation cérébrale, elle est problématique. Et puis le deuxième poisson sur lequel il faut vraiment avoir un point de vigilance, c'est le thon. Certes, il y a des oméga 3, EPA, DHA dans la chair du thon. Le gros souci, c'est que c'est un poisson carnassier, donc un peu en bout de chaîne alimentaire. Donc il va y avoir cette bioaccumulation, il va manger beaucoup de petits poissons, donc beaucoup de métaux lourds vont être concentrés dans sa chair. Donc, ça n'est pas du tout une bonne idée de baser tous ces apports d'oméga 3 sur le thon plusieurs fois par semaine. Vous pourriez avoir des taux de métaux lourds qui sont problématiques avec des impacts notamment au niveau cérébral, mais au niveau aussi de l'énergie, de la fatigue, des problématiques au niveau des muscles. Voilà, pas mal de problématiques de santé annexes. Donc, on l'a dit, notre cerveau, il est très riche en graisses et en graisses, vous l'avez vu, qui sont fragiles, hein. Donc qui ont besoin d'être protégées pour ne pas s'oxyder. Donc, si on ne veut pas que notre cerveau, entre guillemets, rancisse, si on veut le garder très fonctionnel et longtemps, on a tout intérêt à avoir dans nos assiettes beaucoup d'antioxydants. Donc, ces antioxydants, voyez-les un peu comme des pompiers qui vont permettre de protéger en fait les cellules du corps et du cerveau, les neurones également, du stress oxydant, donc des radicaux libres. Alors, ces radicaux libres, on en a en abondance hein, dans notre mode de vie moderne. Ça peut être généré par le stress, la digestion aussi, produit des radicaux libres, la pollution, les rayons solaires. Donc, on a en permanence en fait un afflux de radicaux libres qui peuvent venir altérer les membranes cellulaires, qui sont des membranes graisseuses hein, dans notre corps, et notre cerveau est encore plus sensible à cette oxydation-là. Où c'est qu'on les trouve? Alors c'est assez facile, la majorité des familles d'antioxydants sont colorées. Voilà, donc l'assiette arc-en-ciel, c'est celle qui va vous offrir la plus belle protection. Et puis vous allez voir que ce n'est pas forcément des choses bien compliquées. Un des meilleurs antioxydants, ça va être notamment la chlorophylle. Voilà. Donc, la petite salade toute bête qui accompagne nos repas, en fait, elle est extrêmement utile pour lutter contre le stress oxydant et au niveau cérébral. Donc, elle permet de stabiliser votre humeur.
Donc la chlorophylle, donc tout ce qui va être les légumes à feuilles vertes. Après, en numéro 2, au niveau des antioxydants, on va trouver tout ce qui est couleur violet, rouge. Donc ça peut être le lycopène, de la tomate, ça peut être le chou rouge, la betterave, les poivrons. Voilà, donc ça, n'hésitez pas. À savoir que si vous les chauffez trop longtemps, ces aliments aussi, ça peut se dégrader. Il y a voilà, des antioxydants qui sont un peu fragiles, d'autres beaucoup plus stables. Donc, essayez de pas... voilà, si la couleur reste après cuisson, c'est que vous avez préservé assez bien ces ingrédients-là. Mais les antioxydants, on va les trouver aussi peut-être dans des choses qui vous surprennent. Dans les céréales complètes, notamment le riz noir, le riz rouge, voilà, tous ces riz sauvages qui sont colorés, eh bien, vous allez avoir encore beaucoup d'antioxydants après cuisson qui vont être directement actifs. Par exemple, dans le riz noir, vous allez avoir le même antioxydant que dans la myrtille. Donc ça, c'est quand même assez chouette. Plus sympa, le riz noir dans l'assiette. Voilà. Vous allez aussi en trouver évidemment dans les lentilles corail, dans les patates douces, beaucoup dans les aromatiques. Voilà, hein, tout ce qui est dans votre jardin, la coriandre, la menthe, la coriandre. Ce sont des petites herbes fragiles, donc qui sécrètent beaucoup de substances antioxydantes. Voilà, donc dès que vous allez les rajouter dans votre assiette, vous boostez de manière très significative l'apport en antioxydants. Et on devrait toujours avoir en fait une quantité supplémentaire d'antioxydants à nos besoins pour avoir un petit stock pour lutter contre les pics d'oxydation ponctuels. Euh, donc voilà, ça c'était important à le signaler. Et puis, les études en sciences de la nutrition les dernières années nous montrent qu'il y a quand même un antioxydant, visiblement, qui est un peu le chouchou du cerveau, qui a un énorme effet protecteur, et c'est la lutéine. Voilà, alors ça vous parle peut-être parce que c'est aussi l'antioxydant qu'on trouve au fond de l'œil dans la rétine, hein, dans la macula. Voilà, lutéine et zéaxanthine. Donc, on va les trouver dans l'œuf, on va les trouver dans l'avocat, mais aussi dans d'autres ingrédients. Et comme les produits animaux, vous allez voir dans les prochaines slides que on va essayer de les diminuer un peu pour protéger son moral et son humeur, eh bien, on peut trouver la lutéine dans d'autres sources. Et les légumes à feuilles vertes, encore une fois, apparaissent comme très intéressants parce qu'une demi-tasse de chou kale ou d'épinards, ça va vous offrir 50 fois plus de lutéine que dans un œuf. Donc ça vaut le coup de glisser quelques petites feuilles de chou dans son smoothie ou dans sa salade. Et l'avantage de la lutéine, c'est qu'elle a aussi une action anti-inflammatoire, donc inflammation et oxydation. Donc elle est très protectrice. Dans les nutriments essentiels, évidemment, on en vient aux minéraux et aux vitamines. Et là, il y a quand même, notre cerveau a besoin en gros d'une quarantaine de nutriments assez spécifiques aussi. Donc le premier, bien évidemment, c'est le magnésium. Pourquoi on en parle beaucoup du magnésium? Déjà parce que notre corps a de gros besoins. C'est un minéral qui intervient dans des centaines de réactions chimiques dans le corps, notamment dans la synthèse des neurotransmetteurs aussi, dans le soutien de l'axe des surrénales, du stress. Et puis malheureusement, mais parce que même en faisant un effort de manger bien, les sols sont très appauvris en fait en nutriments. Donc, on est très nombreux. Voilà, l'étude Suvimax à l'époque disait qu'on était plus de 75% des Français à être carencés en magnésium. Et en fonction de votre terrain, de votre profil, vous pouvez avoir beaucoup plus de besoins que d'autres personnes. Il y a aussi un point important, c'est que quand on traverse une phase de stress, on va avoir une contraction des cellules, on a une fuite urinaire de magnésium qui est plus importante. Donc là, typiquement, c'est un minéral, ça peut être judicieux dans certains cas, peut-être de se supplémenter en plus de cette base alimentaire. Donc il y a le magnésium, mais il y a aussi le fer. Donc le fer, il est important pour plein de choses aussi dans le corps, pour l'immunité, pour la synthèse aussi des neurotransmetteurs, et puis bien évidemment pour l'oxygénation aussi, au niveau des globules rouges, donc l'oxygénation cérébrale. Donc, vous voyez, il y a toujours plusieurs mécanismes qui entrent en synergie pour soutenir le cerveau et l'humeur, mais le fer en fait partie. Et puis on a tout le groupe des vitamines B. Alors il y en a plusieurs, hein. On les met souvent en groupe parce que voilà, elles agissent en synergie. La B1 pour l'énergie, pour la transmission nerveuse. On va voir la B6 aussi, pareil, qui intervient dans la synthèse des neurotransmetteurs. Et puis on en a deux un peu particulières, hein, la B9 et la B12, et on va en parler. Donc la B9, donc l'acide folique ou folate, c'est aussi important dans la synthèse des globules rouges, dans l'oxygénation. Et ce folate, on le trouve encore une fois dans les légumes à feuilles vert foncé.
Et la B12, on va en dire un mot. Donc en tout cas, vous voyez, dans les groupes d'aliments qui vont vous offrir beaucoup de vitamine B, beaucoup de minéraux, on va bien sûr avoir toute la catégorie des légumes. Les légumes, à part quelques exceptions, sont des produits très reminéralisants, très alcalins, donc beaucoup de calcium, magnésium, potassium. Vous avez les céréales complètes et c'est là où vous aurez tout intérêt, surtout pour équilibrer votre morale, à ne pas aller sur des céréales raffinées, c'est-à-dire où on aura retiré les fibres, la majorité des minéraux. On veut garder un peu tout le potentiel minéral de ces aliments-là. On a la catégorie des oléagineux aussi, hein, qui a un bon apport en minéraux, en vitamines antioxydantes aussi. Et puis le sésame, voilà, riche en calcium, magnésium. Voilà un peu pour l'aperçu des groupes d'aliments intéressants. Alors, c'est important de dire un mot sur la vitamine B12 parce que vous allez voir que dans cette présentation, finalement, on a quand même une grande convergence des études qui nous amènent à végétaliser beaucoup l'assiette, hein, même si on reste omnivore, mais en tout cas à mettre beaucoup plus de variétés de végétaux pour couvrir tous les nutriments nécessaires. Donc, le risque, si effectivement vous allez vers une alimentation qui est à prédominance végétale, donc végétalienne, végétarienne, c'est d'être carencé en vitamine B12. Donc ça, il faut vraiment être au clair. Si vous êtes végétalien, il n'y a aucun aliment végétal qui pourra couvrir vos besoins en vitamine B12 de façon sécure, en fait. Donc c'est une obligation de se supplémenter à hauteur à peu près de 2000 microgrammes par semaine. Donc, ce n'est pas une vitamine qui coûte cher, hein. Vous avez des compléments, voilà, vous prenez une fois par semaine, mais c'est vraiment une obligation. La vitamine B12, elle intervient dans la santé cardiovasculaire et puis dans la santé du système nerveux, vraiment du tissu nerveux, dans tout l'aspect cognitif. Et on sait que si on est carencé en vitamine B12, on peut avoir des variations d'humeur aussi. Donc ça, c'est obligatoire. Mais pourquoi j'en parle aussi dès le début, c'est que même si vous mangez de tout, vous êtes omnivore, vous avez quand même un risque d'être carencé. Donc n'hésitez pas, voilà, au prochain bilan sanguin avec votre médecin à checker pour voir quel est votre statut en vitamine B12. Pourquoi? Parce que pour être bien assimilé, notre estomac fabriquait une petite molécule voilà, qui va s'accrocher à la B12 et faciliter son absorption dans l'intestin. Donc, pour les personnes qui auraient des difficultés digestives ou qui seraient sous antiacides, ou pour beaucoup les personnes au-delà de 50 ans, il peut y avoir un défaut d'assimilation de la B12. Donc, votre assiette, elle en contient peut-être, mais est-ce que vous la fixez bien? Est-ce que vous l'assimilez? Donc, voilà, il y a certains médecins effectivement qui recommandent une supplémentation quasiment systématique après la cinquantaine. Bon, faites le point avec votre, voilà, au niveau médical et si vous êtes limite ou en manque, eh bien, n'hésitez pas à vous supplémenter pour assurer les apports voilà, de façon suffisante. Un autre point aussi qui est vraiment central dans l'humeur, et vous avez peut-être dû le ressentir, hein, c'est la notion de stabilité de la glycémie. Voilà, dès qu'on manque un peu, qu'on est un peu en hypoglycémie, on peut se sentir avec un petit coup de mou, coup de faiblesse, voire l'humeur aussi, hein, dans les chaussettes. Donc, une des clés de son humeur, c'est d'avoir une glycémie qui est la plus lissée possible sur la journée, avec une libération de glucose progressive et qui va du coup alimenter de façon régulière et suffisante votre cerveau tout au long de la journée. Pensez bien que le cerveau, c'est un gros glouton au niveau du glucose, hein. Il a de gros besoins en sucre. Alors, ça varie, mais moi, dans les dernières choses que j'ai vérifiées, à peu près 4 grammes hein, de glucose par heure. Voilà, peut-être un peu moins, un peu plus. Mais c'est un gros demandeur, donc il faut lui fournir cette énergie pour qu'il fonctionne bien, tout simplement. Et donc ces glucides complexes, eh bien, vous voyez, pas de surprise, hein, on les retrouve un peu, je vous ai mis les mêmes photos que dans la slide d'avant, donc les céréales complètes, les patates douces, les pommes de terre, les légumineuses, et les légumineuses, voilà, que ce soit les haricots, les lentilles, les pois chiches, tout ça va vous aider vraiment à lisser, à maintenir un index glycémique plus bas ou modéré pour vos repas. Et on reparlera du coup du risque, hein, du piège un petit peu des sucres rapides qui peuvent vous donner un petit coup de boost au niveau du moral, mais qui sont toujours suivis par un contre-coup et ensuite des yo-yo qui sont néfastes pour votre humeur. On a quand même un petit biais cognitif, c'est que quand on ne va pas bien ou qu'on cherche une solution, on se demande en premier qu'est-ce qu'on peut rajouter en fait, qu'est-ce qui va nous aider. Mais on oublie parfois qu'il y a beaucoup de choses de notre quotidien, de notre hygiène de vie, et particulièrement dans notre assiette,
qui vont avoir des effets très marqués, très délétères au niveau euh, de notre bien-être psychologique, de notre humeur. C'est pour ça que là, on va vraiment en parler et par quel mécanisme, pour que vous sachiez aussi ce qui gagnerait à être limité ou écarté. Un des premiers points, et vraiment, ça c'est quelque chose qui est très très étudié en ce moment, c'est ce problème d'inflammation cérébrale. Voilà, cette neuroinflammation, elle va affecter le fonctionnement cognitif et au niveau de l'humeur aussi. Donc on va toujours essayer de diminuer cette inflammation. Et quand on parle d'inflammation, ça peut être aigu, mais ça peut être aussi des inflammations de bas grade, comme on dit, c'est-à-dire un petit peu sous-jacentes, qui ne sont pas forcément visibles au niveau des bilans sanguins, mais qui sont présentes dans le corps. Par exemple, on considère qu'un terrain d'asthme, voilà, ou d'allergie, c'est quand même un fond inflammatoire, ou s'il y a des tendinites ou des inflammations de peau. Dans les études, hein, même malheureusement quand c'est fait sur les rats, euh, induire une inflammation, c'est induire une dépression. Moi, je m'appuie beaucoup sur le docteur Greger, par exemple, nutritionfacts.org ou d'autres sources comme ça qui font un petit peu comment dire, le résumé de certaines études. Eh bien, on voit que dans les cas de dépression, on a des marqueurs inflammatoires beaucoup plus élevés au niveau de la CRP, par exemple. Et l'amélioration de l'inflammation, souvent, est concomitante avec une amélioration des marqueurs au niveau du bien-être psychologique. Donc, c'est un point très, très important. Voilà. Alors, quels sont-ils, ces aliments qui vont générer, qui sont pro-inflammatoires, qui vont faire flamber une inflammation si elle est déjà dans le corps? Il y a des choses assez évidentes qui ne vont pas vous surprendre. On a tout ce qui est au niveau des produits ultra transformés, de la junk food, tout ce qui va être friture. Et puis, on va avoir tous ces produits transformés à base de viande, comme la charcuterie. Mais ce qui est un peu plus gênant, c'est que on va aussi trouver dans les aliments pro-inflammatoires eh ben, les bonnes viandes. C'est-à-dire que même si vous faites l'effort, vous, d'acheter des bonnes viandes bien élevées, bio, voilà, de qualité, malheureusement, euh, comment dire, la composition même de la chair en fait de la viande contient des acides gras, des oméga 6, dont l'acide arachidonique, qui sont pro-inflammatoires et qui ont un impact direct sur le cerveau. Ça a été montré après un repas de viande, hein, quelques heures après, on a une baisse de la motivation, un impact au niveau des capacités cognitives. Malheureusement, il n'y a pas que les produits transformés. Et puis les produits laitiers aussi. Alors, de façon peut-être un peu plus variable en fonction des gens. Il y en a qui sont plus sensibles et qui vont avoir beaucoup plus d'inflammation avec des produits laitiers. Mais ça contient aussi voilà, des graisses saturées, puis des graisses pro-inflammatoires. Alors, un petit mot aussi sur une catégorie d'aliments qui est entre guillemets bénéfique, mais avec le juste dosage. C'est toute la catégorie des oléagineux. À part la noix de Grenoble, hein, notre noix de chez nous, qui elle a beaucoup plus d'oméga 3. Mais sinon, tous les autres, sans exception, vont avoir un ratio oméga 6 oméga 3 qui est déséquilibré et qui est en faveur de l'inflammation. Donc, en intégrer dans son quotidien, oui, si vous le souhaitez, parce que vous allez avoir beaucoup de minéraux, de la vitamine E aussi antioxydante, des fibres, donc c'est très intéressant. Mais pas trop, parce que sinon, vous allez peut-être potentiellement basculer dans l'inflammation. Donc ça, c'était aussi un petit point de vigilance et d'alerte que je voulais vous mentionner. Voilà, et puis c'est vrai qu'on parle beaucoup des graisses, hein, parce qu'il y a certaines graisses qui vont ensuite être métabolisées et transformées en substances inflammatoires et au contraire d'autres en substances anti-inflammatoires. Dans celles qu'il faut éviter à tout prix, c'est vraiment les graisses hydrogénées trans qu'on va trouver dans certains produits industriels. Ce sont des graisses qui, pour le coup, sont associées à une diminution du volume du cerveau et donc à des risques de dégénérescence plus précoces. Donc aussi, voilà, là on parle d'humeur, mais on parle aussi de prévention pour le bien vieillir, pour garder ses capacités intellectuelles et cognitives le plus longtemps possible. On va essayer d'éviter ça. Alors après, en France, on a quand même une législation qui limite ces graisses trans, c'est maximum, je crois, 2% dans les aliments. Mais attention au risque de cumul, hein, si vous avez beaucoup d'aliments transformés, industriels, qui utilisent ces graisses-là. Et puis de toute façon, dans les produits un peu industriels de basse qualité, il y a beaucoup de graisses inflammatoires. Donc faites attention, voilà, à ce que vous consommez. L'idéal, évidemment, vous le voyez bien au fur et à mesure, hein, c'est d'utiliser des produits bruts. Pas forcément de tout végétal, hein, ça peut être aussi avec des produits animaux, mais en tout cas qui est autour beaucoup de produits, de groupes d'aliments qui vont venir tamponner l'inflammation, protéger contre l'oxydation, apporter les nutriments nécessaires.
Et c'est pas toujours ce qu'on a avec les choses transformées. Là, je vous ai extrait les recommandations en fait des docteurs Sherzai qui sont en Californie et qui dirigent une unité en fait de prévention contre Alzheimer. Et ils ont tout un accompagnement qui s'appelle le neuroplan. Alors qu'il y a un accompagnement qui n'est pas que alimentaire, hein, il y a aussi tout ce qui est autour de la gestion du stress, de l'exercice physique, puisqu'on sait bien que tout ça entre en synergie. Mais je vous ai juste extrait le top 10 des aliments que eux mettent en recommandation à limiter fortement, voire à écarter en fonction des situations. Donc, vous voyez, on retrouve hein, les produits transformés sans surprise en premier, parce que voilà, la composition au niveau des graisses, et c'est vraiment quelque chose qui va affecter les tissus du cerveau, donc aussi votre humeur. Et puis, bien sûr, hein, souvent beaucoup de sel ou de sucre ajouté. En deuxième, on trouve tous les produits transformés à base de viande, voilà, qui en plus, eux, vont ajouter voilà, des substances dont on n'a pas besoin, des conservateurs ou des produits cancérigènes. Souvent, c'est aussi des produits qui sont cuits au barbecue, donc on va rajouter des produits avancés de glycation, qui sont pour le coup des choses vraiment très très néfastes. Alors là, plutôt sur le vieillissement et le cognitif, ces produits de glycation, en fait, qui peuvent se déposer au niveau du cerveau. Enfin, en tout cas, il y a une hypothèse que ce serait le démarrage, en fait, après des dépôts de plaques amyloïdes par rapport à Alzheimer. Donc, attention à ces produits-là. En troisième, bon, on trouve la viande rouge, hein, comme je vous disais, malheureusement, même la bonne viande rouge. Donc, si vous souhaitez la garder, aucun problème, mais peut-être en plus petite quantité ou juste espacer un petit peu. On a aussi la volaille. Alors là, je trouve ça intéressant qu'il est bien mis en avant. Pourquoi? Parce que la volaille, on imagine souvent que c'est très différent de la viande rouge. Mais pourtant, même si on considère que c'est des protéines, mais la volaille, c'est quand même 3 fois plus de graisse que de protéines. Voilà. Donc, en France, vous avez quand même la filière bleu blanc cœur qui vous permet d'avoir certaines viandes ou volailles qui sont nourries avec des graines de lin, justement, et avec une alimentation qui est riche en oméga 3. Donc, on va avoir une chair qui est 2 à 3 fois plus riche en oméga 3 que d'autres viandes. Voilà. Donc, si c'est possible pour vous, si vous les trouvez, vous pouvez essayer de, de- de basculer dessus. Après, donc, on trouve le beurre, les produits laitiers. Et puis, pour terminer sur les derniers, bon, bah voilà, sans surprise, on a effectivement les fast-foods, tout ce qui est friture, voilà, qui a été directement mis en cause hein, dans le déclin cognitif et dans les déclins de l'humeur aussi, du moral. Et on en vient au sucre. Alors voilà, juste avant qu'on commence le webinaire, il y avait une question dessus, donc je vais juste te dire un petit mot, peut-être on va insister dessus. Les pâtisseries, donc on va dire industrielles ou même de boulangerie, si elles sont faites à base de sucre blanc, donc raffiné, c'est comment dire, ce sucre blanc va avoir un effet très puissant au niveau du cerveau. Il va venir interagir avec les mêmes types de récepteurs que les drogues. Alors je disais avec une intensité hein, bien sûr moins importante. Première chose, dès qu'on a voilà un afflux massif de sucre rapide, on a une élévation de glycémie. C'est d'ailleurs ce qui fait que tout d'un coup, on se sent vraiment très très bien, hein. On a comme un boost au niveau de l'humeur. C'est le plaisir instantané. Notre cerveau, du coup, est tout content. Malheureusement, cette élévation de glycémie, comme elle est rapide et brutale, notre corps eh bien, va réagir avec l'insuline. Donc, pour tout de suite remettre cette glycémie dans les valeurs qui sont OK au niveau de notre sang, et on risque de tomber, voilà, plus haut est le pic, plus bas va être la chute, donc on a un risque d'hypoglycémie réactionnelle. Et c'est là où on peut se sentir au contraire comme en patraque, avec plus de jus, et puis l'humeur un peu dans les chaussettes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir envie, et on va avoir vraiment des pulsions sucrées, on va avoir envie de manger de nouveau quelque chose qui nous donne un petit boost, et puis ça peut être comme ça tout au long de la journée. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle hein, le cercle infernal du sucre. C'est épuisant pour le corps pour les surrénales, pour le pancréas. Donc voilà, il y a plein de problèmes derrière. Et puis ces pâtisseries sucrées, comme je vous disais, elles interagissent avec les récepteurs du plaisir dans le cerveau, donc les récepteurs du circuit de la dopamine. Eh bien, si ça nous apporte un réconfort à un certain moment, notre cerveau va l'enregistrer et va nous encourager à revenir dessus, sur ce type d'aliment, dès qu'il y a un inconfort. Et au bout de quelques jours, hein, si à chaque fois qu'on va pas bien, on a un petit coup de mou, on prend par exemple une barre chocolatée, une barre sucrée, un gâteau, eh bien, on va développer, en tout cas on peut développer une addiction, une dépendance au sucre. Et là, c'est beaucoup plus compliqué de s'en sortir parce que notre cerveau va ancrer ça profondément. Ça vient interagir avec des systèmes anciens hein, de survie, donc c'est pas anodin. Voilà, donc plus on se tient loin des pâtisseries raffinées, mieux c'est.
Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se priver de dessert, au contraire, hein. Mais on peut faire de délicieuses pâtisseries avec des farines demi-complètes, complètes. On peut changer les graisses qu'on utilise. On peut mettre dedans des fruits, de la banane, de la compote, des purées d'oléagineux. Et puis finalement se faire du bien avec des desserts maison. Donc c'est moi qui suis très gourmande, hein, voilà, c'est le genre de choses que je fais aussi à la maison. Donc on parlait de ce qui interfère avec le circuit de la dopamine. Et puis là, on a bien sûr les sodas, les boissons sucrées. Puis un petit mot sur l'alcool, mais ça n'a pas de surprise. On sait que l'alcool est un toxique au niveau des neurones du cerveau, donc aussi avec une consommation modérée si c'est possible pour vous. Un petit lien rapide sur le lien, la connexion entre le microbiote, notre intestin et notre cerveau. Et je pense aussi que c'est des choses que vous avez dû ressentir probablement. Hein, parfois, on n'est pas bien et on sent que ça vient du ventre. Alors, c'est pas un sujet qui est nouveau, hein, ça fait plus d'une centaine d'années qu'il y a déjà eu des médecins et des études qui ont été publiées là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un champ d'investigation qui est très, très étudié ces dernières années. On sait que s'il y a de l'inflammation au niveau intestinal, au niveau du ventre, il va y avoir de l'inflammation au niveau cérébral. C'est instantané. Et ça, c'est voilà, par le nerf vague, par le système nerveux central. Donc, il faut faire attention à sa digestion, à ce qui se passe dans son côlon, dans son intestin, de son microbiote, essayer d'avoir vraiment une alimentation qui est riche en fibres, en fait, probiotiques, prébiotiques, des fibres voilà, solubles, insolubles. Et dans tout ce que je vous ai présenté, vous avez ce mélange harmonieux de fibres qui va vous permettre de construire en fait un microbiote solide. Et mieux le ventre va, mieux l'humeur va. Voilà. Donc, il y a aussi tout un champ d'investigation hein, aujourd'hui avec les souches de probiotiques, beaucoup, beaucoup d'études et dont vous avez même aujourd'hui des probiotiques qui sont vendus, qui sont spécifiques sur l'axe intestin-cerveau. Après, l'alimentation peut faire déjà beaucoup. Et au-delà des fibres, pensez aussi aux aliments lactofermentés, donc aux boissons comme le kéfir, le kombucha, qui sont probiotiques, ou alors la choucroute crue, par exemple, ou les légumes lactofermentés, qui amènent des améliorations sur le microbiote pour quasiment 100% des gens. Alors que les fibres, c'est un peu plus modéré, peut-être 75-80% des gens vont avoir vraiment un impact sur le microbiote. Alors, donc, si on essaie de récapituler un petit peu tout ça et de résumer, l'objectif, c'est de végétaliser le plus possible votre assiette à hauteur de vos besoins. C'est important de choisir le régime alimentaire, le réglage alimentaire le moins restrictif qui vous apporte les résultats que vous souhaitez avoir. Si en faisant des petits ajustements, ça suffit pour vous, et que vous ne souhaitez pas aller plus loin, c'est parfait. Si par contre vous êtes dans une situation assez délicate et il y a besoin d'agir vite, et vous allez voir après dans les études que je vais vous montrer, les effets de l'alimentation végétale se voient au bout de quelques jours, hein, 2 semaines, déjà on a des gros changements. Donc si vous êtes dans une situation comme ça, il faut vraiment mettre le paquet. N'hésitez pas à vous lancer dans 30 jours végétal. Voilà, pour voir ce que ça fait en vous, pour ressentir l'amélioration, et puis peut-être pour déjà voir un peu ce qui reste et faire le tri dans les émotions, l'humeur, stabiliser les choses et voir un petit peu plus clair. Donc, produits bruts, un céréales peu transformé, peu raffiné, riche en fibres, de la couleur. Beaucoup, beaucoup, des fruits, des légumes, des bonnes graisses, voilà, peut-être des petits poissons gras, ça fait partie de votre alimentation. Et puis attention au mode de cuisson. Alors, il y avait une question de Véro qui demandait justement combien de fruits par jour. Alors, j'ai trouvé justement, grâce au docteur Grigeur, effectivement une ou deux études pour vous montrer un petit peu. Donc, celle-ci, elle a été faite en Australie, donc un groupe de personnes auxquelles on a conseillé, enfin, on a demandé d'augmenter progressivement le nombre de portions de fruits et de légumes par jour. Et puis, il y a eu toute une batterie de tests sur les critères en termes de bien-être psychologique. On voit bien hein, cette corrélation directe. Donc, plus on ajoute des fruits à notre alimentation, des légumes, plus on a notre bien-être psychologique qui augmente. Et alors, ils ont évalué, parce que c'est toujours difficile hein, d'évaluer après quel est le gain, quelle est la différence. Donc, pour eux, 8 portions de fruits en plus par jour, ça a amené un gain psychologique qui était comparable au fait de passer du statut de sans emploi au moment où on décroche un emploi. Voilà, cette joie, cette satisfaction, ce bien-être, ce flot de peut-être d'endorphines, en tout cas voilà, dans le cerveau, eh bien, c'est ce que les personnes ont ressenti, ou en tout cas
après avoir ajouté 8 portions de fruits. Alors, ça peut vous sembler beaucoup. En tout cas, dans cette méta-analyse de différentes études, ce qui a été montré, ou en tout cas évalué, c'est que chaque portion de 100 grammes de fruits supplémentaires, elle diminue de 3% le risque de dépression. Ça paraît peut-être rien, 3%. Dites-vous que ce sont ces toutes petites choses comme ça, hein, associées, accumulées ensemble, qui vont agir en synergie pour vraiment faire la différence. C'est ça qui compte, hein. On parlait vraiment d'un socle avec différents piliers, hein, les oméga 3, les nutriments, les antioxydants. Donc, si vous mettez un peu plus d'un peu tout, après, vous allez vraiment voir une différence notable. Et puis la dernière étude que je vous cite, que j'ai trouvée aussi très intéressante, ça va peut-être vous rassurer. Alors là, c'était un groupe de jeunes adultes, 18-25 ans, un essai contrôlé randomisé. Et donc le groupe auquel on a demandé de manger 2 portions de fruits supplémentaires par jour, en plus de leur alimentation standard, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun autre changement. Eh bien, au bout de 14 jours, il a été noté une amélioration significative au niveau du bien-être, de la vitalité, de l'épanouissement, de la motivation. Donc, c'est au cas où les 8 portions supplémentaires vous a un peu effrayé, vous voyez que déjà, avec 2 en plus, vous allez voir bouger dans la bonne direction. Alors, aussi pour vous montrer un petit peu les différentes recommandations, là, c'est les Daily Dozen, donc les 12 conseillés, 12 portions conseillées par le docteur Greger. Donc, lui, il met quand même 9 portions de fruits et légumes par jour. Et vous voyez que ça illustre bien tout ce qu'on s'est dit. C'est-à-dire qu'il y a une portion de baies, par exemple les myrtilles pour les antioxydants, les crucifères, là aussi avec d'autres substances anticancéreuses, protectrices au niveau du stress oxydant. Et puis, on retrouve 2 portions de légumes à feuilles vertes. Vous voyez, c'est quand même important, hein. Chaque jour, 2 portions vraiment. Donc, légumes à feuilles vertes foncées, c'est quoi? C'est les épinards, le chouquet, le pissenlit, le bok choy, la roquette, les blettes. Il y en a encore plein d'autres. Donc, ça, si vous souhaitez améliorer votre humeur, stabiliser votre morale, essayez d'avoir un apport quotidien. Voilà. Et je voudrais aussi faire une précision, c'est que dès qu'on parle du cerveau, en fait, c'est très connecté à la santé cardiovasculaire. Ce qui se passe au niveau de nos artères, c'est le reflet de ce qui se passe au niveau cérébral. Donc, si vous avez un terrain avec des plaques d'athérome, avec voilà, un risque un peu élevé au niveau cardiovasculaire, cholestérol, etc., augmentez beaucoup les légumes verts. Ça va permettre à vos artères aussi de se dilater. Euh, donc, c'est des aliments qui sont très thérapeutiques. Ça paraît rien, ça coûte pas grand-chose, mais parfois c'est bien, bien mieux que des compléments alimentaires. Et puis après, il rajoute 5 autres portions de fruits et de légumes au choix. Donc, ça fait beaucoup, mais encore une fois, ça fait partie des recommandations de ce médecin. Donc là, c'est juste le récap de ce qu'on s'est dit. Je ne passe pas plus de temps. Donc concrètement, vous voyez, c'est des choses sympathiques, des petites salades de fruits, un pudding de fruits avec des graines de chia. Ça peut être le green smoothie, un grand classique. Et puis après, on peut aller piocher toutes les idées dans la cuisine du monde, où il y a beaucoup de recettes dominantes végétales ou 100% végétaliennes, avec des nouilles aux légumes, des risottos, enfin voilà. Et puis, si vous manquez de temps, pas de panique, vous pouvez faire le principe des assemblages express, des Buddha bowls, où vous mettrez voilà, une céréale, un légume, cru, cuit, des restes, une patate douce, voilà, une petite sauce, et hop, c'est parti. Et ça, c'est assez rapide et ça peut être tout à fait compatible avec un quotidien assez chargé. Je voulais juste vous parler de 2 super aliments. Une algue, la clamate, parce que celle-ci contient certaines substances qui vont directement agir au niveau cérébral, sur l'aspect cognitif, donc des capacités intellectuelles, et aussi beaucoup sur l'humeur. Donc moi, c'est une algue que j'aime beaucoup conseiller, que je prends de temps en temps, et où j'ai beaucoup de bons retours aussi. Voilà, elle se trouve très facilement en magasin bio. Vous ne devrez pas avoir de difficultés si vous souhaitez la tester. Vous avez un petit laboratoire, sinon français, Algotonic, qui est un spécialiste des algues et des principes verts. Et le deuxième, c'est aussi un autre de mes chouchous, c'est le pollen frais. Parce que dans le pollen frais, vous avez tous les antioxydants qui sont intacts. Le pollen, en fait, est vraiment congelé et mis sous azote dès la récolte, au contraire d'un pollen sec qui aurait perdu toute sa capacité antioxydante. Et là, vous en avez 2, vraiment que je vous conseille. Vous avez celui de châtaignier, qui est très riche en polyphénol, donc antioxydant, en tryptophane, qui est le précurseur de la sérotonine, et puis la vitamine B6, qui est un cofacteur important. Et vous avez aussi celui de sol, qui pour le coup va être riche en lutéine et en zéaxanthine.
cette déprime hivernale, en fait, hein, qu'on appelle le trouble affectif saisonnier, il n'est pas anodin hein, parce que effectivement en hiver, on va quand même avoir jusqu'à 50 fois moins de luminosité et ça affecte évidemment nos biorhythmes, en fait, notre humeur aussi, notre énergie, parce qu'on a une glande pinéale, voilà, qui est sensible à la lumière. Donc cette déprime, elle intervient particulièrement entre octobre et mars. Si on souffre de ce trouble-là, voilà qu'on va le reconnaître, hein, c'est qu'on va vraiment avoir un impact aussi bien physique que mental et émotionnel. C'est un peu le côté marmotte, hein, tout de coup, on a vraiment besoin de s'isoler, on a besoin de beaucoup plus dormir, il y a une fatigue, voilà. Quelque chose qui est inhabituel. Si vous vous rendez compte que l'hiver est très différent de la période estivale, vous pouvez peut-être avoir ce syndrome-là. Et puis dites-vous bien qu'il est très très fréquent à Paris parce qu'en hiver, en fait, avec l'inclinaison du soleil, on ne reçoit pas en fait les longueurs d'onde nécessaires pour bien fabriquer la vitamine D sous la peau. Voilà, même si en hiver, vous faites attention le matin à aller marcher avec les bras, voilà, le torse pour prendre de la lumière pendant une demi-heure, ça ne suffira pas en hiver. Donc il peut y avoir un manque de vitamine D. Et dans ces cas-là, il a été montré que ça peut être intéressant de se supplémenter en hiver. Moi, j'aime bien conseiller 2000 unités internationales par jour, voilà, par rapport à ce que j'ai pu lire. Bon, c'est quelque chose, voilà, les études changent en permanence, mais ces dernières années, on a plutôt eu tendance un peu à augmenter les recommandations, en sachant qu'on peut aller jusqu'à 10 000 sans risquer de surdosage, donc on a de la marge, hein, voilà. Et cette vitamine D, elle va intervenir vraiment dans l'humeur. Et puis, si vraiment vous avez un syndrome qui est très marqué l'hiver, n'hésitez pas à utiliser les lampes de luminothérapie, voilà, qui reproduisent en fait tout le spectre de la lumière blanche, c'est-à-dire toutes les longueurs d'onde. Ce sont des lampes que vous pouvez mettre sur votre table le matin quand vous déjeunez. L'idée, c'est de les avoir à peu près voilà, 30 cm du front pour que la glande pinéale reçoive ces informations de lumière et lance en fait tous les mécanismes d'éveil. Euh, de la dopamine, etc. Donc, les boosters un peu pour notre activité de la journée. Donc, c'est 30 minutes à peu près sur des appareils qui sont homologués avec les normes européennes, pas avoir de danger. Et puis, si vous commencez, vous y allez en douceur, vous commencez 5, 10 minutes, un quart d'heure, s'il n'y a pas de souci, après, vous pouvez passer à 30 minutes par jour. Voilà. Donc ça, c'était important parce que c'est vraiment un trouble qui, quand même, qui impacte entre 3 et 10% de la population. C'est pas rien. Et puis, bon, peut-être même c'est sous-estimé. Donc, voilà, comme là, on va rentrer dans l'hiver, n'hésitez pas à avoir ça en tête aussi pour votre humeur parce que ça peut vraiment rendre certains hivers très délicats pour certaines personnes ou aggraver des situations aussi un peu sensibles.